Mon père a exigé 165 000 € de mes économies pour sauver la maison de ma sœur, au nom de la famille. Face à mon refus, il m'a menacé, alors, tu es mort pour nous. Mais le soir même, ma riposte fut celle qu'ils n'ont jamais vu venir. Je n'aurais jamais imaginé que mon propre père me regarderait dans les yeux, même à travers un appel téléphonique, pour me dire que j'étais morte pour la famille parce que je refusais de leur donner ma retraite. Mais c'est exactement comme ça que tout a commencé. Il n'y est pas allé par 4 chemins. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas fait semblant d'avoir une conversation banale. Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche concernaient l'argent. 150 000 €. Mes économies. Mon plan épargne-retraite. Il a dit ça comme si c'était déjà décidé, comme si mon avenir avait été crayonné dans le plan de quelqu'un d'autre sans mon consentement. La famille passe avant tout, m'a-t-il dit. C'est juste un prêt. Tu peux te le permettre. Et si tu refuses, tu es morte pour la famille. Ces mots m'ont frappé plus durement que n'importe quelle insulte qu'il aurait pu lancer. Morte pour la famille. Pas pour une trahison, pas pour un crime, mais pour de l'argent que j'avais passé toute ma vie d'adulte à protéger. Je m'appelle Camille. J'ai 33 ans. Je vis seul dans un petit appartement impeccable juste à la sortie de Nantes. C'est le genre d'endroit qui semble calme même quand la circulation bourdonne au loin. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien d'excessif, tout est choisi avec intention. Je suis célibataire, sans enfant, et je travaille comme analyste financière senior pour une grande entreprise qui s'enorgueillit de sa planification à long terme et de sa gestion des risques. De l'extérieur, ma vie semble probablement ennuyeuse, prévisible. Je me lève tôt, je fais mon café de la même manière chaque matin, je prépare mon déjeuner et je prends la même route pour aller travailler. Je ne vis pas de manière extravagante. Je ne cours pas après les tendances. Je ne dépense pas d'argent pour impressionner des gens qui ne paient pas mes factures. Mais il y a une chose avec laquelle j'ai toujours été sérieuse, la retraite. Pour moi, la retraite n'est pas une question de luxe. Il ne s'agit pas de villas en bord de mer, de voitures de sport ou de montrer à qui que ce soit ce que j'ai accompli. La retraite, c'est la liberté. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, je ne serai pas piégé. C'est la capacité de dormir la nuit en sachant que personne ne me possède. Aucune urgence ne peut me dépouiller de ma dignité et aucune relation ne peut me tenir en otage financièrement. Cet état d'esprit n'est pas apparu de nulle part. Il s'est formé lentement en observant les gens paniquer pour de l'argent, se battre pour de l'argent et l'utiliser comme moyen de pression. J'ai grandi en voyant comment la dépendance financière transforme l'amour en obligation, et l'obligation en ressentiment. J'ai appris très tôt qu'avoir besoin de moins vous donne du pouvoir. Alors, j'ai construit ma vie ainsi, soigneusement, silencieusement. J'ai dit non quand d'autres disaient oui. J'ai sauté des vacances. J'ai gardé ma voiture plus longtemps que nécessaire. J'ai choisi la discipline plutôt que le confort, encore et encore, parce que je comprenais quelque chose que la plupart des gens ignorent, le confort à court terme ne vaut jamais la peur à long terme. Jusqu'à ce soir-là, je croyais que ma famille respectait cela, même s'ils ne le comprenaient pas tout à fait. C'était une soirée calme de l'automne 2024. L'air venait juste de devenir assez frais pour ouvrir les fenêtres. Une brise légère faisait bouger les rideaux de ma cuisine. J'avais des restes qui réchauffaient au four et de la paperasse étalée sur la table. Je revoyais un tableau Excel du travail, l'esprit à moitié concentré, à moitié prêt à en finir avec la journée. Quand mon téléphone a sonné et que j'ai vu le nom de papa sur l'écran, mon corps a réagi avant mon cerveau. Un serrement dans la poitrine. Pas de la peur, pas de l'excitation, mais une reconnaissance. Papa n'appelait pas souvent. Quand il le faisait, c'était généralement parce que quelque chose devait être réglé. J'ai répondu, m'attendant peut-être à une question, peut-être à des nouvelles, peut-être à une faveur. Il est allé droit au but. Il a dit que ma sœur Chloé et son mari Julien essayaient d'acheter une maison. Il a dit que le marché était brutal. Il a dit que le timing était crucial. Il a dit que la famille devait se serrer les coudes. Sa voix était posée, confiante, allant déjà vers une conclusion qu'il croyait clairement que j'accepterais. Puis il a dit le chiffre. 150 000 €. Il a dit que cela viendrait de mes économies et de mon plan épargne-retraite. Il n'a pas demandé si c'était possible. Il n'a pas demandé ce que j'en pensais. Il a énoncé cela comme un fait, comme un arrangement déjà convenu.
Je lui ai demandé de répéter le montant, non pas parce que j'avais mal entendu, mais parce que j'avais besoin de l'entendre le dire à nouveau. Il l'a fait sans hésitation. 150 000 euros. Il a rapidement ajouté que c'était temporaire, juste un prêt, quelques années tout au plus. Il a dit, la famille, c'est tout. Il a dit, c'est ce que font les familles. C'est là que j'ai dit non. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai insulté personne. J'ai dit non. Et j'ai expliqué que l'argent dont il parlait était ma retraite. Ce n'était pas de l'argent dormant. C'était investi. Ça générait des intérêts composés. C'était la fondation de mon avenir. Je lui ai dit que le retirer prématurément déclencherait des pénalités, des impôts et des années de croissance perdues. Je lui ai dit que je n'étais pas disposé à détruire ma retraite pour qui que ce soit. Le silence qui a suivi fut bref mais lourd. Je pouvais entendre sa respiration changer. Quand il a repris la parole, la chaleur dans sa voix avait disparu. Il a dit, si tu refuses d'aider, tu es morte pour la famille. Je me souviens avoir fixé le mur de la cuisine, le four bourdonnant doucement derrière moi, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Morte pour la famille. Pour de l'argent. Pour mon refus d'abandonner la seule chose pour laquelle j'avais travaillé en silence, sans aide. Je lui ai demandé s'il pensait vraiment ce qu'il disait. Il n'a pas hésité. Il a dit oui. Il a dit que les choix ont des conséquences. Il a dit que je me choisissais moi-même plutôt que tout le monde. Il a dit que j'étais égoïste. Quelque chose en moi s'est figé. Je lui ai dit que je ne changerais pas ma réponse. Je l'ai remercié d'être honnête. Il a raccroché sans dire au revoir. L'écran est devenu noir, mais je suis resté là où j'étais. Le minuteur du four continuait de tourner jusqu'à ce qu'il sonne brusquement. Je l'ai éteint, j'ai sorti le plat et j'ai réalisé que je n'avais pas faim. Le choc fait ça. Il vous vide de manière étrange. Ce que je ressentais n'était pas seulement de la blessure. C'était de la clarté. Pendant des années, j'avais cru que ma valeur dans la famille venait du fait d'être fiable, de ne jamais avoir besoin de rien, d'être celle qui pouvait tout gérer. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que j'avais évité pendant longtemps. Ma valeur avait toujours été conditionnelle. J'étais utile, pas chéri. Un soutien, pas protégé. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai regardé mes mains. Elles étaient stables. Cela m'a surprise. À l'intérieur, je me sentais vide, mais aussi alerte, comme si quelque chose s'était mis en place, comme une vérité autour de laquelle j'avais tourné pendant des années et qui avait enfin cessé de bouger. Ce soir-là, je n'ai rappelé personne. Je ne me suis pas justifié. Je n'ai pas demandé de réconfort. J'ai nettoyé la cuisine, éteint les lumières et je suis allé au lit. Le sommeil est venu par morceaux superficiels, mais il est venu. Allongé dans le noir, une question se répétait encore et encore. Si ma famille était prête à échanger mon avenir contre leur confort, qu'est-ce qu'ils croyaient exactement que je leur devais? Et plus important encore, que me devais-je à moi-même? Cette question est restée avec moi, lourde et non résolue. Alors que la nuit laissait place au matin, je me suis réveillé avant mon réveil, la chambre encore grise de la lumière matinale, celle qui donne l'impression que tout est inachevé. Pendant quelques secondes, j'ai oublié ce qui s'était passé. Puis mon téléphone, posé face contre terre sur la table de chevet, m'a semblé plus lourd que d'habitude, comme s'il contenait quelque chose de désagréable. Les mots de papa me sont revenus par bribes, tranchants et clairs. Morte pour la famille. Je suis resté là à fixer le plafond, écoutant le bruit faible de la porte de garage d'un voisin s'ouvrir quelque part dans la rue, et j'ai essayé de calmer ma respiration. Je me suis dit de me lever. La routine a toujours été mon encre. Si je restais au lit, mes pensées allaient tourner en boucle. J'ai balancé mes jambes sur le côté, mes pieds touchant le sol froid, et j'ai fait les gestes habituels. Douche, vêtements, café. L'odeur me calmait d'habitude. Mais ce matin-là, cela me rappelait juste que plus rien ne semblait normal. J'avais à peine bu ma première gorgée quand mon téléphone a sonné. Maman. Je savais que ce serait elle. Elle n'attendait jamais longtemps après que papa ait tracé une ligne. J'ai répondu, me préparant. Sa voix s'est brisée à la seconde où elle a prononcé mon nom. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas dormi.
Elle a dit que papa était furieux et blessé, qu'il faisait les 100 pas dans la maison. Elle a dit qu'il ne s'attendait jamais à ça de ma part. Elle a dit que Chloé était dans tous ses états, qu'elle pleurait, incapable de se concentrer au travail. Elle m'a demandé pourquoi je faisais ça à la famille, comme si c'était quelque chose d'actif, quelque chose de cruel que j'avais choisi exprès. Je lui ai dit doucement que je ne faisais rien à personne. J'avais simplement dit non. Ce mot est mal passé. Elle a dit que non n'était pas quelque chose qu'on dit à la famille. Elle a dit que la famille se soutient mutuellement, surtout quand quelqu'un essaie de construire sa vie. J'ai expliqué à nouveau, soigneusement, que l'argent qu'il voulait était ma retraite. Je lui ai dit que ce n'était pas juste du liquide assis sur un compte. C'était des années de planification, de sacrifice. J'ai mentionné les pénalités et les impôts, comment le retirer tôt me coûterait bien plus que le chiffre sur lequel il se focalisait. Je lui ai demandé si elle comprenait ça. Elle a soupiré longuement, impatiente, et a dit « L'argent revient, la famille, non ». Elle a dit que j'étais intelligente, que je trouverais une solution, que je le faisais toujours. Elle a dit que Chloé avait besoin d'aide maintenant, pas dans un futur lointain où je pourrais prendre ma retraite. Puis elle a recommencé à pleurer, plus doucement cette fois, comme si elle était épuisée par la conversation. Quand nous avons raccroché, mon café était devenu froid. Je l'ai versé dans l'évier et je l'ai regardé disparaître, me sentant stupide de penser que la logique aurait sa place ici. Ce n'était pas un problème de mathématiques. C'était un levier émotionnel. Les messages sont arrivés par vagues après ça. Tante Valérie a envoyé un SMS la première. Elle ne s'embarrassait jamais de douceur. Elle m'a dit que je brisais le cœur de mes parents. Elle m'a rappelé à quel point papa avait travaillé dur, combien il avait sacrifié. Elle a dit que je choisissais l'argent plutôt que le sang et que cela me hanterait plus tard. Chloé a appelé un peu après. Sa voix était tendue, contrôlée d'une manière qui me faisait penser qu'elle avait répété ce qu'elle voulait dire. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si difficile. Elle a dit que c'était juste un prêt. Elle a dit qu'il me rembourserait dès qu'il ferait racheter leur crédit. Elle a dit que j'étais sa sœur et qu'elle ferait ça pour moi sans hésitation. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille un instant, juste assez pour respirer. Puis je lui ai demandé ce que la banque avait dit. Il y a eu une pause, pas longue, mais perceptible. Elle a dit que c'était compliqué et qu'elle ne voulait pas entrer dans les détails. Elle a répété qu'ils avaient juste besoin d'aide pour franchir cet obstacle. Elle a dit que tout le monde comptait sur moi. Tout le monde. Ce mot a résonné dans ma tête alors que je conduisais vers le travail. La ville se réveillait autour de moi. La circulation bougeait comme toujours. Les gens se dépêchaient sur les passages piétons, gobelets de café à la main. Le monde n'avait pas changé. Même si quelque chose en moi l'avait fait. Au bureau, j'ai enchaîné les réunions et les emails comme je le faisais toujours. J'ai hoché la tête, pris des notes et répondu aux questions. Les chiffres avaient toujours du sens. Les tableaux Excel suivaient toujours des règles. Il y avait du réconfort là-dedans. Pendant le déjeuner, je me suis assis seul dans ma voiture sur le parking, moteur éteint, fixant les rangées de voitures. J'ai pensé à combien de fois on m'avait collé l'étiquette de celle qui est fiable. En grandissant, j'étais l'enfant qui préparait son propre déjeuner, qui faisait ses devoirs sans qu'on le lui rappelle. Quand quelque chose allait mal, je trouvais une solution. Quand quelque chose allait bien, c'était attendu. Chloé était différente. Elle était sensible, créative, avait toujours besoin d'être rassurée. C'était comme ça que maman présentait les choses. J'étais forte. Chloé avait besoin d'aide. Je me suis souvenu de mes 16 ans, économisant pour ma première voiture d'occasion. Je travaillais le soir et les week-ends pendant que Chloé passait son temps avec des amis. Quand j'ai finalement acheté cette voiture, papa m'a dit de m'assurer de payer ma propre assurance. 2 ans plus tard, Chloé en a reçu une plus récente en cadeau. Je ne me suis pas plainte. Je me suis dit que c'était bon. Je pouvais gérer. Ce schéma nous a suivis à l'âge adulte. Je payais ma part. Chloé s'appuyait sur les autres. Je m'adaptais. Elle était accommodée. Cela n'avait jamais semblé malveillant, juste inégal. Jusqu'à maintenant. Cet après-midi-là, maman a rappelé. Son ton était plus calme, presque pragmatique, comme si elle était passée à une tactique différente.
Elle a dit qu'elle avait réfléchi et voulait mieux expliquer les choses. Elle a dit que l'argent ne serait pas perdu pour toujours. Elle a dit que c'était une question de confiance. Elle a dit que papa se sentait manquer de respect, comme si je remettais en question son jugement de père. Je lui ai dit que je le remettais en question. J'ai dit que je les aimais, mais que je ne démantèlerais pas mon avenir pour résoudre un problème qui n'était pas le mien. Il y a eu une longue pause sur la ligne. Puis elle a dit qu'elle était déçue de moi. Ce mot s'est installé dans ma poitrine, plus lourd que la colère ne l'aurait été. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, l'appartement semblait trop calme. J'ai posé mon sac et je suis resté là un instant, incertaine de quoi faire de moi-même. J'ai réchauffé des restes, mangé quelques bouchées, puis repoussé l'assiette. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un court message de Chloé, si on perd la maison, ce sera de ta faute. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'assombrisse. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'incrédulité. J'ai tapé une réponse, l'ai effacée, en ai tapé une autre, l'ai effacée aussi. Finalement, j'ai retourné le téléphone face contre table et je l'ai laissé là. Maman a appelé une dernière fois ce soir-là. Sa voix était fatiguée, dépouillée d'urgence. Elle m'a demandé à nouveau de reconsidérer, de penser à ce que je faisais à la famille. Je lui ai demandé à nouveau si elle comprenait ce que cela me coûterait. Elle a répété la même phrase, l'argent revient, la famille, non. C'est là que j'ai réalisé qu'elle n'écoutait pas du tout mes mots. Elle n'écoutait que pour obtenir ma soumission. Après avoir raccroché, je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux. Je me sentais fatigué d'une manière que le sommeil ne pouvait pas réparer. Pas en colère, pas encore, juste troublé, comme si quelque chose de fondamental avait bougé et que je me tenais sur un terrain inconnu. Cette nuit-là, le sommeil est venu par fragments. J'ai repassé les conversations en boucle, cherchant une version où mon nom était accepté, où l'amour n'était pas conditionnel. Aucune de ces versions ne semblait réelle. Au matin, la pression n'avait pas explosé en menace ou en ultimatum. Elle s'était enroulée autour de moi silencieusement, avec persistance, comme des mains sur mes épaules, me dirigeant là où il voulait que j'aille. Je savais que ce n'était que le début. En m'habillant pour le travail, j'ai capté mon reflet dans le miroir. J'avais l'air fatigué, mais stable. Je me suis rappelé ce que j'avais construit et pourquoi. Je me suis rappelé que le malaise n'était pas synonyme d'avoir tort. Pourtant, en verrouillant la porte derrière moi et en sortant dans l'air frais du matin, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose de plus profond était testé. Pas seulement mon argent, mais ma place dans la famille. Et quoi que ce soit, c'était loin d'être fini. Au moment où je suis arrivé à mon bureau ce matin-là, mon corps bougeait comme s'il avait ailleurs où aller. J'ai répondu aux emails, examiné les rapports, hoché la tête pendant les conversations, mais mon esprit tournait en boucle autour de la même pensée. L'histoire qu'il me racontait ne collait pas avec les faits que je connaissais. C'était comme regarder un puzzle où quelqu'un avait forcé deux pièces ensemble qui n'étaient jamais censées s'emboîter. Chloé avait un emploi stable. Elle était coordinatrice marketing depuis près de 3 ans, assez longtemps pour avoir des avantages, un salaire prévisible et une routine qu'elle aimait. Elle n'était pas une étudiante fauchée essayant de jouer aux adultes. Julien travaillait dans la vente d'assurance. C'était le genre de gars qui parlait avec assurance de chiffres, de commissions et d'opportunités. Le genre de gars qui aimait dire qu'il bâtissait quelque chose. Il n'était pas au chômage. Il ne risquait pas l'expulsion. Il ne m'appelait pas d'un endroit sombre avec une voix tremblante parce qu'il ne pouvait pas acheter à manger. Alors pourquoi avait-il besoin de ma retraite? J'entendais encore papa dire le chiffre comme si c'était un fait gravé dans la pierre. 150 000 €. Pas environ, pas aux alentours, pas ce que tu peux donner. Il l'avait dit net et précis, comme s'il avait fait le calcul et décidé de ce que mon avenir devait coûter. Au déjeuner, j'ai pris mon sandwich dehors et je me suis assise sur un banc près du bâtiment, laissant le soleil frapper mon visage. Nantes était lumineuse ce jour-là, ce genre de chaleur de fin de saison qui fait que les gens s'attardent un peu plus longtemps sur les parkings et saluent les inconnus. J'ai regardé 2 collègues passer avec des cafés glacés, riant de quelque chose de petit et d'inoffensif, et j'ai eu l'impression d'être derrière une vitre. Mon esprit est revenu à la première question qui me taraudait depuis l'appel. Si Chloé et Julien avaient juste besoin d'un apport, pourquoi n'allaient-ils pas voir une banque? C'était ce que tout le monde faisait. Ils pouvaient demander un prêt immobilier, montrer leurs revenus,
utiliser leurs économies. Si l'apport était trop court, ils pouvaient attendre, économiser, ajuster leur budget ou acheter une maison plus petite. C'était le monde normal, le monde où les conséquences existent. Mais ils n'agissaient pas comme des gens qui avaient des options. Ils agissaient comme des gens piégés. Cet après-midi-là, j'ai essayé quelque chose de simple. J'ai appelé Chloé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Quand elle a finalement décroché, sa voix était trop enjouée, comme si elle forçait la gaieté dans sa gorge. Elle a demandé comment j'allais, mais c'est sorti précipitamment, comme si elle ne pouvait pas supporter de s'attarder sur la réponse. Je lui ai dit que je voulais comprendre. J'ai dit que je n'appelais pas pour me disputer. J'ai dit que je voulais juste les faits. Je lui ai demandé à nouveau ce que la banque avait dit et de quoi ils avaient besoin exactement. Il y a eu une pause. Puis elle a commencé à parler vite, comme si elle lisait un script. Elle a dit que le marché était compétitif. Elle a dit qu'ils avaient trouvé l'endroit parfait. Elle a dit qu'ils devaient agir vite. Elle a dit que le prêteur était difficile. J'ai demandé ce que difficile voulait dire. Elle a dit que leur taux d'endettement était un peu juste. Elle a dit que ce n'était rien de grave, juste une question de timing, juste de la paperasse. Elle a dit qu'ils avaient besoin de montrer plus d'actifs dès le départ. Elle a dit que cela rendrait le dossier plus solide pour passer la validation. J'ai demandé pourquoi papa était impliqué. J'ai demandé pourquoi papa connaissait les détails de ma retraite à l'euro près. Chloé a semblé irritée alors, comme si j'avais dépassé les bornes. Elle a dit que papa était impliqué parce qu'il s'en souciait. Elle a dit que maman et papa s'inquiétaient que je sois seul et que je garde tout pour moi. Cette expression m'a frappé en pleine poitrine comme une gifle. Je lui ai dit que ce n'était pas de l'égoïsme de planifier ma propre vie. Je lui ai dit que ce n'était pas juste de me traiter d'égoïste alors que c'était moi qu'on demandait de prendre un coût financier pour ses décisions. Elle a soupiré de façon dramatique, comme elle le faisait quand nous étions adolescentes et qu'elle voulait signaler que j'étais déraisonnable. Elle a dit que j'en faisais toute une histoire pour rien. Elle a dit que c'était juste un prêt. Juste un prêt. Je lui ai demandé comment il comptait rembourser. Je lui ai demandé quel était le calendrier. Je lui ai demandé combien il pouvait se permettre chaque mois une fois qu'ils auraient la maison. Elle a dit qu'il trouverait une solution. Elle a dit que le rachat de crédit arrangerait tout. Elle a dit que Julien allait avoir une grosse année au travail. Elle a dit que je me concentrais sur la mauvaise partie. C'est là que j'ai su qu'elle ne voulait pas que je comprenne. Elle voulait que je me soumette. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon téléphone un long moment. J'ai ressenti ce même malaise silencieux que la veille, comme une alarme sourde qui se déclenchait au fond de mon esprit. Les détails étaient vagues, les réponses fuyantes, et chaque fois que je demandais quelque chose de pratique, la conversation se transformait en dispute sur l'amour et la loyauté. Ce soir-là, maman a appelé. Sa voix avait ce ton soigneusement adouci qu'elle utilisait quand elle pensait pouvoir m'amadouer pour que je sois raisonnable, ce qui, dans son monde, signifiait céder. Elle m'a dit que Chloé avait vomi à cause du stress. Elle m'a dit que papa mangeait à peine. Elle m'a dit que tout le monde avait l'impression que je leur avais tourné le dos. Je lui ai posé une question. Comment papa connaissait-il le montant exact de mon père ? Il y a eu un moment de silence si net que je pouvais entendre le léger grésillement de l'électricité statique en arrière-plan. Maman a dit que papa était mon père. Elle a dit qu'il avait le droit de savoir comment je m'en sortais. Elle a dit que les parents s'inquiètent. J'ai redemandé. Comment connaissait-il le chiffre ? Pas l'idée générale, le chiffre exact. Maman a recommencé à parler de la famille, de comment nous ne nous cachons rien, de comment l'argent n'est pas aussi important que les gens. Elle n'a jamais répondu à ma question. Quand nous avons raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et mon dîner intact. J'ai regardé le résumé de mon compte retraite, non pas parce que je prévoyais de retirer quoi que ce soit, mais parce que j'avais besoin de voir ce que j'avais construit de mes propres yeux. Le solde était là, stable et privé, le résultat d'années de contributions que j'avais faites sans fanfare. C'était à moi. Je l'avais gagné. Personne ne m'avait porté. Et pourtant, papa en avait parlé comme s'il s'agissait d'une ressource familiale posée sur une étagère, attendant d'être utilisée. Au cours des jours suivants, j'ai arrêté de réagir émotionnellement et j'ai commencé à être attentive. C'était ce que je faisais dans la vie. Quand quelque chose ne tenait pas debout,
je cherchais des motifs. Chloé a arrêté de m'appeler directement. Elle a commencé à envoyer des messages courts à la place. De petites rafales de culpabilité. Julien n'a jamais appelé du tout, ce qui était intéressant. S'il croyait vraiment que c'était juste un simple prêt familial, s'il pensait vraiment que j'étais injuste, il aurait appelé. Il aurait essayé de me charmer, de me raisonner, de me vendre l'idée comme le font toujours les vendeurs. Au lieu de ça, il est resté dans l'ombre. Cela me disait quelque chose. Soit il ne voulait pas que j'entende sa voix, soit il ne voulait pas risquer de dire la mauvaise chose. Puis, jeudi soir, Julien a enfin fait surface. Je finissais un travail à la maison, assise sur mon canapé avec mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, quand mon téléphone s'est allumé avec son nom. Mon estomac s'est noué. J'ai répondu. Julien ne s'est pas embarrassé de banalité. Il a dit qu'il avait besoin de me parler d'adulte à adulte. Il a dit qu'ils avaient un délai. Il a dit que les vendeurs n'allaient pas attendre éternellement. Il a dit qu'il y avait une date limite et que s'il la manquait, il perdrait la maison. Je lui ai demandé quelle était la date limite. Il a hésité. Puis il a dit que c'était dans quelques jours. Ces mots ont changé la température de mon salon. Les gens qui cherchent simplement une maison ne parlent pas comme ça. Ils n'ont pas l'air d'avoir le dos au mur. Ils ont l'air excités, nerveux peut-être, mais pleins d'espoir. Julien avait l'air coincé. Je lui ai demandé pourquoi il ne pouvait pas simplement prolonger le délai ou choisir une autre maison. Il a dit qu'il ne pouvait pas. J'ai demandé pourquoi. Il a dit parce que cette maison était leur avenir. Il a dit parce qu'ils avaient déjà investi. Il a dit parce que tout le monde fondait ses espoirs dessus. C'était le même script, juste livré avec une voix plus grave. Je l'ai écouté parler de famille et de sacrifice. Et puis je lui ai posé une question qui l'a fait taire. Je lui ai demandé pourquoi le montant était de 150 000 €. J'ai demandé pourquoi ça devait être aussi précis. Il y a eu une autre pause. Je pouvais entendre quelque chose en arrière-plan, comme une télévision mise bas et le léger tapotement des doigts de quelqu'un. Il a finalement dit que c'était ce dont ils avaient besoin pour que les chiffres fonctionnent. Je lui ai demandé quel chiffre. Il a dit le prêt. Je lui ai demandé de m'expliquer. Je lui ai demandé de le dire clairement. Comment 150 000 € changent-ils leur approbation? Qu'est-ce que ça règle? Qu'est-ce que ça couvre? La voix de Julien s'est durcie. Il m'a dit que je réfléchissais trop. Il m'a dit que je n'avais pas besoin de comprendre chaque détail. Il m'a dit que j'avais juste besoin d'aider. C'est à ce moment-là que j'ai reconnu la différence entre la peur et l'urgence. Julien n'était pas excité. Il n'était pas plein d'espoir. Il n'était pas simplement stressé. Il avait l'air pressé, comme si quelqu'un l'appelait, comme si quelqu'un attendait une réponse. J'ai senti mon pouce accélérer, mais ma voix est restée calme. Je lui ai dit que je n'allais pas retirer ma retraite. Je lui ai dit que je n'allais pas endommager mon avenir financier pour résoudre un problème qu'il refusait d'expliquer. Je lui ai dit que s'il voulait de l'argent, il devait aller voir un prêteur, pas moi. Julien a expiré fort, comme s'il retenait sa colère. Il m'a dit que je faisais une erreur. Il m'a dit que la famille se souvient de choses comme ça. Je lui ai dit que je me souvenais de choses, moi aussi. Il a raccroché. Je suis resté assise là dans le calme, fixant l'écran noir de mon téléphone après la fin de l'appel. Mon cœur battait plus vite qu'il n'aurait dû. Pas parce que j'avais peur de Julien, mais parce que je pouvais sentir la vérité tirer sur le bord de l'histoire. Il manquait quelque chose, et plus ils insistaient, plus cela devenait évident. Cette nuit-là, je n'ai pas rappelé papa. Je n'ai pas appelé maman. Je n'ai pas envoyé de SMS à Chloé. Je me suis assise avec mes pensées et je les ai laissées se poser. Chloé et Julien avaient des emplois stables. Ils avaient choisi une maison qu'ils désespéraient de conclure. Papa connaissait le montant exact de ma retraite et le disait comme s'il l'avait répété. Maman refusait d'expliquer comment il savait. Julien avait l'air d'être sur un compte à rebours, pas comme un homme poursuivant simplement un rêve. Rien de tout cela ne collait. Quand j'ai finalement éteint les lumières et suis allé au lit, j'ai ressenti le même malaise qu'avant, mais c'était plus aigu maintenant, plus concentré. Ce n'était plus seulement de la tristesse. C'était de la suspicion. Et alors que je fixais l'obscurité,
une pensée claire s'est élevée au-dessus des autres. S'ils mentaient sur la raison pour laquelle ils avaient besoin de mon argent, alors la vraie raison devait être quelque chose qu'ils ne voulaient pas que je voie. L'occasion de voir est arrivée plus tôt que prévu. Ce week-end-là, maman a appelé et a demandé si je voulais venir dîner. Elle a dit que les choses semblaient tendues et que peut-être s'asseoir ensemble aiderait tout le monde à se calmer. Sa voix avait ce ton prudent qu'elle utilisait quand elle essayait d'aplanir quelque chose sans vraiment l'aborder. J'ai failli refuser. Chaque partie de moi voulait rester dans mon appartement, garder mes distances et protéger la fragile clarté que j'avais commencé à acquérir. Mais une autre partie de moi, celle entraînée par des années à écouter plus qu'à parler, m'a dit d'y aller, non pas pour réparer quoi que ce soit, non pas pour être d'accord, juste pour être présente. J'ai conduit jusqu'à chez eux tard samedi après-midi. Le ciel était bas et lourd, ce genre de gris qui pèse sur les épaules. Quand je me suis garé dans l'allée, la voiture de Julien était déjà là. Ce détail seul a noué mon estomac. Ce n'était pas juste un dîner de famille décontracté. C'était planifié. À l'intérieur, la maison ressemblait à ce qu'elle avait toujours été. Les meubles familiers, les photos encadrées le long du couloir, la légère odeur de poulet rôti et d'épices flottant depuis la cuisine. Maman m'a serré dans ses bras, mais ses bras étaient raides, comme si elle se retenait. Papa a hoché la tête depuis le salon, l'expression neutre, gardée. Chloé bougeait rapidement entre le comptoir et la table, parlant trop vite, son énergie tranchante. Le dîner lui-même était poli d'une manière qui semblait artificielle. Papa a posé des questions sur mon travail. Chloé a commenté à quel point le travail avait été chargé. Julien a parlé de la circulation et des horaires. Personne n'a mentionné l'argent. Personne n'a mentionné l'appel. L'absence de cela était assise à table avec nous. Non dite et lourde. Quand nous avons fini de manger, maman a suggéré le café dans le salon. J'ai proposé d'aider à débarrasser la table. J'avais besoin de cette excuse pour m'éloigner, pour respirer. J'ai porté les assiettes dans la cuisine, les empilant lentement, laissant les bruits de la maison remplir l'espace. C'est là que j'ai entendu des voix venant du salon. Pas chuchotées, pas fortes, juste assez négligentes pour voyager. Papa parlait de timing. Il disait que l'hésitation coûte des opportunités. Il disait que les marchés bougent qu'on soit prêt ou non. Julien a répondu que la fenêtre était maintenant, que d'attendre tuerait le gain potentiel. Je me tenais devant l'évier, mes mains posées sur une assiette, écoutant. Julien a dit que les banques étaient trop lentes et trop chères. Il a dit que les intérêts grignotaient le profit. Il a dit que les prêteurs posaient trop de questions et créaient des retards qui ruinaient les bonnes opportunités. Papa a accepté, disant que les banques compliquent des choses qui devraient être simples. Puis Julien a dit quelque chose qui a serré ma poitrine. Il a dit que mon argent était différent. Il a dit qu'il était propre, flexible. Il a dit qu'il ne venait pas avec des intérêts ou des délais. Il a dit que c'était de l'argent gratuit. Argent gratuit. Les mots ont frappé fort. Je suis resté figé là, le bruit de l'eau qui coulait soudainement trop fort. Papa a dit que c'était logique d'utiliser ce qui était le plus facile. Il a dit que les ressources familiales devaient travailler pour la famille. Julien a dit qu'une fois que l'investissement aurait payé, tout s'arrangerait. Il a dit qu'il serait en avance et que personne ne serait blessé. J'ai coupé le robinet lentement. Mes mains tremblaient, mais mon esprit semblait vif, presque douloureusement. Il ne parlait pas d'une maison. Pas vraiment. Il parlait d'un investissement. Julien a mentionné des actions. Il a parlé de forte croissance, de fluctuations à court terme et de gains à long terme. Il a dit que le risque en valait la peine s'ils agissaient vite. Papa a demandé à quel point il était sûr. Julien a dit assez sûr pour parier dessus. J'ai eu froid partout. Pas encore en colère, juste froid. Quelques minutes plus tard, je suis retourné dans le salon. Mon visage était calme, mon cœur battait la chamade. Ils m'ont tous regardé comme s'il ne s'était rien passé. Chloé a souri trop vite. Papa a évité mes yeux. Julien s'est adossé à sa chaise, détendu, confiant, comme un homme qui croyait que la décision était déjà prise. Nous avons parlé de rien pendant encore une demi-heure. La télévision murmurait doucement. Maman a demandé si je voulais plus de café. J'ai refusé. Quand je me suis levé pour partir, papa a dit que nous parlerions bientôt.
Son ton était ferme, dans l'attente, comme s'il supposait que la soumission n'était qu'une question de temps. Le trajet du retour m'a semblé plus long que d'habitude. Les mots repassaient dans ma tête avec une clarté brutale. Argent gratuit, pas d'intérêt, pas de délai. Ils avaient dit ça comme si c'était évident, comme si mon avenir était une commodité. À la maison, je me suis assise sur mon canapé avec seulement une petite lampe allumée, laissant la réalisation s'imprégner. Ils ne me demandaient pas de les aider à acheter une maison. Ils me demandaient de financer un risque, de mettre ma retraite en jeu pour qu'ils puissent courir après des rendements sans conséquence. Ils avaient choisi mon argent parce qu'il ne leur coûtait rien. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec un message de Chloé. Elle a dit qu'elle détestait à quel point tout semblait tendu. Elle a dit qu'elle souhaitait que je puisse juste leur faire confiance. Elle a dit que les banques facturaient des taux ridicules et que c'était plus logique de garder les choses en famille. Elle a dit que mon argent était juste assis là de toute façon et qu'il pourrait faire quelque chose d'utile. Utile. J'ai fixé le message pendant un long moment. C'était encore là. La même logique, dépouillée de chaleur et d'attention. Aucune mention du risque, aucune mention de la perte, juste l'efficacité. J'ai répondu que ma retraite faisait déjà quelque chose d'utile. Elle me protégeait. Elle n'a pas répondu. Au cours des jours suivants, plus de détails ont commencé à faire surface, non par confession directe, mais par le ton et le timing. Papa a arrêté de présenter la demande comme une aide et a commencé à la présenter comme une stratégie. Il parlait de mouvements intelligents et de choix audacieux. Il parlait d'opportunités. Il n'a jamais parlé une seule fois de ce qui se passerait si les choses tournaient mal. Julien a envoyé un message demandant si nous pouvions parler à nouveau. Je n'ai pas répondu, non par cruauté, mais parce que je ne me faisais pas confiance pour rester calme si j'entendais sa voix. Chaque mot qu'il avait prononcé au dîner résonnait dans mon esprit, chargé d'un sens que je ne pouvais ignorer. Argent gratuit signifiait que ma perte était acceptable. Argent gratuit signifiait que mon avenir était négociable. Argent gratuit signifiait qu'ils avaient déjà décidé que ma stabilité comptait moins. J'ai pensé aux années de discipline derrière ce chiffre sur mon compte. Chaque contribution faite silencieusement. Chaque choix de planifier au lieu de se faire plaisir. Rien de tout cela ne se voyait en surface. Tout ce qu'ils voyaient, c'était une ressource. Cette réalisation a fait mal d'une manière calme et profonde. Pas à cause de l'argent lui-même, mais à cause de ce que cela révélait sur la façon dont ils me voyaient. Je n'étais pas une personne avec des limites et des besoins. J'étais un tampon, une solution, un filet de sécurité qu'ils pouvaient démanteler quand ça les arrangeait. Ce soir-là, j'ai ouvert à nouveau mon compte retraite. J'ai fait défiler le relevé lentement. Chaque ligne représentait un choix, un sacrifice, une croyance que mon avenir comptait. J'imaginais ces chiffres rétrécir, les pénalités appliquées, la croissance effacée. Tout ça pour que quelqu'un d'autre puisse jouer sans risque. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis adossé, les mains posées sur mes genoux. Quelque chose a bougé en moi. Puis quelque chose de solide. Ce n'était plus une question d'aider ou de refuser. C'était de savoir si j'étais prête à laisser les autres décider de la valeur de mon avenir. Le message suivant de Chloé est arrivé l'après-midi suivant. Court, tranchant. Elle a dit qu'il manquait de temps. Elle a dit qu'utiliser mon argent était le plus logique parce qu'il ne venait pas avec des conditions. Elle a dit qu'une fois que tout serait réglé, je verrais qu'elle avait raison. Je l'ai lu 2 fois. Il n'y avait pas d'excuse, pas de reconnaissance du risque, juste de l'attente. C'est là que la pièce finale s'est mise en place. Ils calculaient le retour sur leur investissement, et le taux d'intérêt qu'ils étaient prêts à payer était de 0 parce que le coût serait le mien. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre la rue calme en contrebas. Des voitures passaient. Une voisine promenait son chien. La vie continuait, indifférente au jugement qui se passait dans mon salon. J'ai ressenti de la tristesse, oui, mais aussi quelque chose de plus stable. De la détermination. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais une chose avec une clarté absolue. Ils avaient déjà décidé que mon avenir était sacrifiable, et j'avais fini de faire semblant de ne pas l'avoir entendu. Le lendemain matin, je ne suis pas allé travailler tout de suite. Je me suis assise à ma table de cuisine, mon ordinateur portable fermé et mon téléphone à côté, intact. Pour la première fois depuis l'appel de papa, je me suis autorisé à ralentir,
non pas pour paniquer, non pas pour rejouer les conversations, mais pour faire face à la réalité qui était maintenant carrément devant moi. Si je voulais être certaine de ne pas surréagir, si je voulais faire taire la petite voix dans ma tête demandant si j'étais trop rigide, j'avais besoin de faits, pas de logique familiale, pas d'arguments émotionnels, des faits. C'est pourquoi j'ai appelé Patricia. Patricia était une experte comptable avec qui j'avais travaillé des années plus tôt sur un projet d'entreprise. Elle avait la cinquantaine, vive, calme, le genre de femme qui ne gaspillait pas ses mots et n'adoucissait pas les vérités. Quand elle a répondu au téléphone, elle a reconnu ma voix immédiatement. Je lui ai dit que j'avais besoin de parler d'une décision financière personnelle et j'ai demandé si elle avait le temps de me rencontrer. Elle l'avait. Son bureau était de l'autre côté de Nantes dans un bâtiment en bric-bas qui semblait banal de l'extérieur. À l'intérieur, ça sentait légèrement le café et le papier. Patricia m'a accueilli avec une poignée de main ferme et un regard qui suggérait qu'elle savait déjà que ce ne serait pas une visite de courtoisie. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre à une petite table de conférence. Elle a attendu que je parle. J'ai expliqué la situation clairement. Je lui ai dit que ma famille voulait que je retire 150 000 € de mes économies et de mon père pour aider à un achat immobilier. Je lui ai dit qu'ils insistaient sur le fait que c'était juste un prêt. Je lui ai dit qu'ils me mettaient une grosse pression. Patricia n'a pas réagi tout de suite. Elle s'est légèrement reculée et a croisé les mains, écoutant. Quand j'ai fini, elle a posé une question. « Quel âge as-tu déjà ?» Je lui ai dit que j'avais 33 ans. Elle a hoché la tête une fois, puis a commencé à m'expliquer ce que ce retrait signifierait réellement. Elle a expliqué les pénalités de retrait anticipé en termes simples. Elle a parlé des impôts, de la façon dont le montant retiré serait traité comme un revenu imposable. Elle a expliqué que je perdrais non seulement l'argent lui-même, mais la croissance qu'il aurait générée sur des décennies. Elle a sorti un bloc-notes et a commencé à écrire des chiffres, pas des projections exactes, mais des fourchettes. Elle m'a montré comment retirer ce montant maintenant pourrait signifier des centaines de milliers d'euros perdus au fil du temps. Elle a expliqué qu'une fois que l'argent quitte un compte retraite plafonné, on ne peut pas simplement le remettre à volonté. Les versements sont limités. Le temps n'est pas remboursable. Je suis resté là tranquillement à regarder son stylo bouger sur la page. Je savais déjà la plupart de ces choses en théorie. Je travaillais avec des chiffres tous les jours. Mais l'entendre exposer si clairement, si concrètement, rendait la chose plus lourde, plus réelle. Patricia a demandé si ma famille comprenait cela. Je lui ai dit que j'avais essayé d'expliquer. Je lui ai dit qu'ils avaient balayé ça d'un revers de main. Elle a soupiré, non pas de frustration envers moi, mais envers la situation. Elle a dit que cela arrive plus souvent que les gens ne le pensent. Les familles voient les comptes retraite comme des piles d'argent, pas comme des systèmes. Elle a dit qu'ils se concentrent sur le bénéfice immédiat et ignorent le coût à long terme parce que c'est abstrait pour eux. Puis elle a dit quelque chose qui a serré ma poitrine. Elle a dit, quand les gens appellent l'argent de la retraite un prêt, ce qu'ils veulent dire généralement, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de se sentir responsables si ça tourne mal. Elle a expliqué que si je retirais l'argent et que l'investissement échouait, la perte serait mienne seule. Même si ma famille promettait de me rembourser, il n'y aurait aucun mécanisme légal les forçant à restaurer ma position de retraite. Elle a dit que je porterais les conséquences pendant qu'ils passeraient à autre chose. J'ai pensé aux mots que j'avais entendus au dîner. Argent gratuit, pas de délai, pas d'intérêt. Ça s'alignait parfaitement. Patricia s'est penchée légèrement en avant et m'a posé une question que je n'oublierai jamais. Si ça tourne mal, qui paie les pots cassés ? Je n'ai pas répondu à voix haute. Je n'en avais pas besoin. La réponse était assise entre nous, évidente et indiscutable. Je paierais. Je paierais avec une retraite retardée, avec un risque accru, avec des années de pression supplémentaires. Je paierais silencieusement, longtemps après que tout le monde aurait arrêté de parler de la maison ou de l'investissement ou de l'urgence du moment. Patricia a laissé le silence s'installer. Puis elle a demandé si quelqu'un avait suggéré d'utiliser sa propre retraite ou ses actifs à la place. J'ai secoué la tête. Elle a haussé un sourcil très légèrement. Ce geste en disait plus que des mots. Elle m'a dit autre chose alors, quelque chose que je n'avais pas complètement considéré. Même si ma famille avait l'intention de me rembourser. Même si tout se passait parfaitement, le remboursement n'annulerait pas les dommages. La croissance perdue ne pourrait jamais être récupérée.
Le temps est l'actif le plus précieux dans la planification de la retraite, a-t-elle dit. Et c'est la seule chose que personne ne peut rendre. Quand la réunion s'est terminée, je l'ai remercié et je suis sorti dans le soleil de l'après-midi, me sentant à la fois validé et vide. Validé parce que mes instincts étaient bons. Vide parce que la confirmation venait avec une clarté que je ne pouvais plus ignorer. Sur le trajet du retour, j'ai pensé à la façon dont ma famille présentait la situation. Ils parlaient d'aider Chloé et Julien à bâtir un avenir. Ils parlaient de sacrifice familial. Ce dont ils ne parlaient jamais, c'était de ce qu'ils me demandaient de sacrifier. Ils protégeaient leur pari en transférant le risque sur moi. Plus j'y pensais, plus cela devenait clair. Ils ne choisissaient pas entre mon avenir et le leur. Ils choisissaient le leur et supposaient que le mien absorberait le coup. Ce soir-là, maman a rappelé. J'ai laissé aller sur la messagerie. Papa aussi. Chloé a envoyé un message demandant si j'y avais réfléchi davantage. Je n'ai pas répondu. J'avais besoin d'espace pour traiter ce que j'avais appris sans que leurs voix ne se superposent. La raison plutôt que la culpabilité. Je me suis assise à ma table à manger avec les notes de Patricia étalées devant moi. Les chiffres me fixaient en retour, calmes et impartiaux. Il n'y avait pas d'émotion en eux, pas de manipulation, juste la vérité. Je me suis imaginé des années plus tard, travaillant encore plus longtemps que prévu, inquiète parce que j'avais accepté d'être flexible quand j'aurais dû être ferme. J'ai imaginé expliquer ce choix à moi-même dans le miroir. J'ai imaginé essayer de le justifier avec des mots comme famille et amour tout en sentant le ressentiment bouillonner en dessous. Ce n'était pas un avenir que j'étais prête à accepter. Plus tard dans la nuit, papa a rappelé. J'ai répondu cette fois. Il a commencé directement à me dire que je réfléchissais trop. Il a dit, Patricia et les gens comme elle exagèrent toujours les risques. Il a dit, l'argent est fait pour être utilisé. Il a dit, la famille prend soin les uns des autres. J'ai écouté puis je lui ai dit calmement que j'avais parlé à un professionnel. Je lui ai dit que le retrait endommagerait ma retraite de façon permanente. Je lui ai dit que je n'étais pas disposé à faire ça. Il est resté silencieux un moment, puis a dit que je choisissais la peur plutôt que la foi. Il a dit que je laissais l'argent me contrôler. Je lui ai dit non, je choisissais la responsabilité. Je choisissais de protéger ce que j'avais construit. Je lui ai dit que si l'investissement était si solide, il pouvait trouver un autre moyen de le financer. Sa voix s'est durcie. Il a dit que j'étais dramatique. Il a dit que j'avais changé. Après la fin de l'appel, je me suis assise dans le calme et j'ai laissé les mots se poser. Peut-être que j'avais changé. Ou peut-être que j'avais enfin cessé d'être la personne qui absorbait le risque de tout le monde sans poser de questions. En me préparant pour aller au lit ce soir-là, j'ai senti le poids de ce qui allait arriver. La pression n'allait pas diminuer. Au contraire, elle allait augmenter. Mais sous le malaise, il y avait autre chose maintenant. De la certitude. Je savais exactement ce qu'il me demandait. Je savais exactement ce que cela coûterait. Et je savais avec une clarté inébranlable que le prix était trop élevé. Quoi qu'il arrive ensuite, je n'avancerai pas dans le noir à l'aveugle. J'avais vu les chiffres. J'avais entendu la vérité dite à voix haute. Et j'avais fini de faire semblant que c'était juste un prêt. Le changement n'est pas venu avec des cris ou des portes claquées. Il est venu tranquillement, presque poliment, comme la déception le fait souvent dans les familles qui croient que le contrôle ne devrait jamais sembler désordonné. Il est arrivé dans l'espace où se trouvait la chaleur avant. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de papa. C'était court et dépourvu de tout ce qui pourrait ressembler à de l'inquiétude. Il a dit qu'ils avaient besoin d'une réponse. Il a dit que l'attente nuisait à tout le monde. Il a dit, la famille ne fait pas traîner les choses comme ça. Et fixé le message pendant un long moment, le téléphone posé sur ma poitrine alors que j'étais allongé au lit. Il n'y avait pas de bonjour. Pas de « comment as-tu dormi ?» Pas de questions sur comment je tenais le coup, juste de la pression compressée en quelques phrases livrées comme s'il s'agissait d'un rappel pour un rendez-vous manqué. J'ai posé le téléphone sans répondre et je suis resté là à écouter le bourdonnement de la maison. Une voiture passait dehors. Des bruits ordinaires qui semblaient étrangement lointains. Je m'étais attendu à de la colère ou de la déception. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à quel point tout cela semblait transactionnel, comme si mon rôle dans la famille avait été réduit à une seule fonction,
et que j'étais maintenant corrigé pour avoir échoué à l'exécuter. Vers midi, un autre message est arrivé. Celui-ci était plus long, plus délibéré. Papa a dit qu'il nous avait toujours appris que la famille passe avant tout. Il a dit que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de loyauté. Il a dit, si tu choisis de te tenir à l'écart maintenant, tu dois être prête pour les conséquences. Ce mot s'est posé lourdement dans ma poitrine. Conséquences. C'était assez vague pour être menaçant sans être explicite. Cela laissait de la place à l'imagination pour faire le travail. Je n'ai pas répondu. Je suis allé au travail et j'ai essayé de me concentrer sur des tableaux et des prévisions, mais mon attention dérivait. Chaque chiffre sur mon écran semblait faire écho à celui qu'il voulait de moi. 150 000 €. Pas un chiffre abstrait, pas une suggestion, une exigence déguisée en obligation morale. Je me suis surprise à fixer la même cellule pendant plusieurs minutes sans bouger. Normalement, j'étais fier de ma concentration. Ce jour-là, mon esprit tournait en boucle autour de la même réalisation. Ils ne demandaient plus. Ils appliquaient une pression et attendaient que je plie. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois avec une notification des réseaux sociaux. J'ai presque ignoré, mais l'instinct a attiré mes yeux vers l'écran. Ma tante Valérie avait posté quelque chose publiquement. Elle ne mentionnait pas mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Elle écrivait sur la façon dont certaines personnes oublient d'où elles viennent. Comment le succès peut rendre les gens froids, combien il est honteux de tourner le dos à la famille quand elle est dans le besoin. En quelques minutes, les commentaires ont commencé à s'empiler. Prières, visages tristes, des gens parlant de valeurs, de la façon dont ils ont été élevés, de la façon dont la famille devrait se serrer les coudes quoi qu'il arrive. Je me suis senti exposé d'une manière que je n'avais pas anticipée. Mon refus privé avait été tiré au grand jour et remodelé en un verdict public, où j'étais déjà coupable. Je voulais me défendre. Je voulais expliquer que c'était ma retraite, pas de l'argent de poche, que le retirer tôt me coûterait des pénalités, des impôts et des années de sécurité futures. Mais je savais comment cela fonctionnait. Une fois que quelque chose devient une histoire de moralité publique, les faits perdent leur pouvoir. Le récit devient tout. Ce soir-là, Chloé m'a envoyé un texto. Le message était brutal et tranchant. Elle a dit que les vendeurs s'impatientaient. Elle a dit que s'ils perdaient la maison, ce serait de ma faute. Elle a dit que je devrais vivre avec ça. Je l'ai lu 2 fois, mon pouce planant sur l'écran. Il n'y avait aucune mention d'alternative, aucune reconnaissance du risque d'investissement, aucun aveu qu'ils avaient choisi une maison à la limite de ce qu'ils pouvaient se permettre, juste du blâme, proprement assigné. J'ai posé le téléphone et j'ai senti une douleur familière s'installer dans ma poitrine. Celle qui vient quand on réalise que quelqu'un a déjà décidé qui vous êtes dans son histoire, et que rien de ce que vous direz ne changera cela. Maman n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de texto. Son silence était plus fort que n'importe quelle accusation. Elle avait toujours été celle qui adoucissait les choses, qui intervenait quand les émotions montaient. Maintenant, son absence semblait délibérée, comme un choix, comme une punition. Cette nuit-là, je suis resté au lit à fixer le plafond, des souvenirs remontant sans invitation. Des moments où l'on s'attendait à ce que je plie parce que je pouvais le gérer. Des moments où mes besoins étaient plus silencieux, plus faciles à ignorer. J'ai vu des schémas que je n'avais jamais nommés auparavant. Comment être capable s'était lentement transformé en être sacrifiable. Le lendemain, papa a appelé. J'ai répondu, déjà préparé à ce qui allait arriver. Sa voix était calme, presque formelle, comme s'il s'adressait à une collègue plutôt qu'à sa fille. Il a dit qu'ils avaient parlé en famille. Il a dit que tout le monde convenait que cette situation révélait beaucoup de choses. Il a dit qu'ils avaient besoin de clarté. Je lui ai dit que j'avais déjà été clair. Je lui ai dit que je ne retirerais pas ma retraite. Je lui ai dit que j'avais expliqué les pénalités, les impôts, les dommages à long terme. Je lui ai dit que je n'étais pas prête à parier mon avenir. Il y a eu une pause sur la ligne. Puis sa voix s'est durcie. Il a dit que je me choisissais moi-même plutôt que tout le monde. Il a dit que ce choix ne serait pas oublié. Il a dit que la famille se souvient de qui est présent. J'ai senti quelque chose bouger en moi, pas de la colère, quelque chose de plus stable. Je lui ai dit que protéger mon avenir n'était pas une trahison. Je lui ai dit que me demander de détruire ma retraite n'était pas de l'amour.
Il n'a pas répondu à ça. Il a mis fin à l'appel peu après, le silence sur la ligne abrupte et finale. Plus tard dans l'après-midi, tante Valérie a appelé directement. Sa voix était aigre, sèche. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle m'a dit que les gens parlaient. Elle m'a dit que j'embarrassais la famille. Elle a dit que mes parents méritaient mieux. Elle a dit que je devrais avoir honte de laisser l'argent s'immiscer entre les liens du sang. J'ai écouté sans interrompre. Quand elle a fini, je l'ai remerciée d'avoir partagé son opinion et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais ma résolution semblait ferme. Si c'était ainsi que le désaccord était géré, il n'y avait plus rien à discuter. Le soir venu, les messages ont cessé d'être subtils. Papa a envoyé un autre texto. Celui-ci ne laissait aucune place à l'interprétation. Il a dit que c'était ma dernière chance de faire ce qu'il fallait. Il a dit qu'il ne pouvait pas continuer d'attendre. Il a dit que j'avais 48 heures. Je me suis assise sur mon canapé avec le téléphone à la main, sentant tout le poids de la chose s'installer sur mes épaules. Ce n'était plus une demande. C'était un ultimatum. J'ai réalisé alors que la pression elle-même était la stratégie. Il resserrait les rangs, m'isolait, s'assurait que je me sente seul. Si je cédais, il pourrait appeler ça de l'unité. Si je ne le faisais pas, il pourrait me désigner comme la fracture. J'ai fait du thé et je me suis assise à la table, laissant le calme remplir la pièce. J'ai pensé à la facilité avec laquelle l'amour était devenu conditionnel, à la rapidité avec laquelle la famille était devenue un levier, à quel point c'est dangereux quand l'appartenance est utilisée comme monnaie d'échange. Je ne savais pas exactement ce que je ferais ensuite, mais je savais une chose avec une certitude absolue. Je ne me laisserai pas précipiter à détruire mon avenir juste pour préserver leur confort. Quand je suis finalement allé au lit, le dernier message de papa résonnait dans mon esprit. 48 heures, plus de discussions. J'ai fermé les yeux en sachant que l'horloge tournait et que quoi qu'il arrive ensuite, tout allait changer. Quand je me suis réveillé, la lumière dans ma chambre avait cet aspect pâle du petit matin qui vous donne l'impression que le monde retient son souffle. Je suis resté immobile quelques secondes à écouter. Pas encore de téléphone qui vibre. Pas de nouveaux messages, juste le doux bourdonnement de la ville et mon propre rythme cardiaque. Stable et têtu. 48 heures. Papa l'avait dit comme un verdict. Comme si le temps lui appartenait, comme si mon avenir était quelque chose qu'il pouvait planifier. Je me suis assise, j'ai posé mes pieds au sol et j'ai senti un calme étrange s'installer sur moi. Pas la paix, pas le confort, plutôt de la clarté. J'avais passé des jours à essayer de m'expliquer, à essayer d'être comprise, à essayer d'être juste. Rien de tout cela ne comptait. Dès l'instant où ils ont transformé mon refus en compte à rebours, cela a cessé d'être une conversation familiale. C'est devenu une campagne de pression. Alors, j'ai arrêté de parler. Je me suis douché, habillé et je suis allé travailler. Mais je savais que je n'allais pas passer la journée à faire semblant que tout était normal. J'ai gardé mon visage composé toute la matinée. Répondu aux emails, participé aux réunions et fait ce que je devais faire. Mais mon esprit bougeait en arrière-plan, construisant un plan, pièce par pièce. Au déjeuner, au lieu de manger, je suis sorti m'asseoir dans ma voiture. L'air à l'intérieur était chaud à cause du soleil. J'ai tenu mon téléphone à deux mains et je l'ai regardé comme on regarde un outil qu'on s'apprête à utiliser, pas une bouée de sauvetage. J'ai appelé ma banque. Une voix du service client a demandé comment ils pouvaient aider et je leur ai dit que j'avais besoin de renforcer la sécurité sur mes comptes immédiatement. Je n'ai pas dit pourquoi au début. J'ai juste dit que des membres de ma famille me mettaient la pression pour de l'argent et que je voulais m'assurer que personne ne pouvait accéder à quoi que ce soit sans mon consentement direct. Le représentant a posé quelques questions, calmes et procédurales. Est-ce que quelqu'un d'autre avait accès? Y avait-il des comptes joints? Avais-je partagé des mots de passe? J'ai répondu honnêtement. Pas de compte joint, pas de mots de passe partagés. Mais j'avais une fois donné à maman l'accès à un double des clés de mon appartement pour les urgences. Et ce souvenir m'a tordu l'estomac. Si ma famille était prête à débarquer et à me mettre la pression, qu'étaient-ils prêts à faire d'autre? Le représentant a proposé des options, un mot de passe verbal, des alertes supplémentaires, un blocage temporaire de certaines transactions. J'ai dit oui à tout. J'ai choisi un mot de passe qui n'avait rien à voir avec ma vie, rien que personne ne pourrait deviner.
j'ai demandé une note sur mon profil indiquant que personne, pas même un membre de la famille, ne pouvait effectuer de changement par téléphone. Quand j'ai raccroché, je me suis assise dans le silence de ma voiture et j'ai laissé échapper un souffle que je ne réalisais pas avoir retenu. C'était un petit pas, mais c'était comme verrouiller une porte qui était restée légèrement entr'ouverte trop longtemps. Après ça, j'ai appelé pour vérifier s'il était possible de geler toute demande de crédit à mon nom. Je n'avais jamais fait ça avant, mais je savais assez pour comprendre que les gens désespérés font des choses stupides. Et parfois, la façon la plus simple de voler n'est pas de prendre ce qui existe, mais de créer une dette au nom de quelqu'un d'autre. Quand les confirmations sont arrivées, j'ai senti une autre couche de sécurité s'installer autour de moi. Pas une forteresse, mais une limite, une ligne. Au moment où je suis retourné à mon bureau, je me sentais différente. J'étais toujours blessée, toujours épuisée, mais je n'étais pas impuissante, et cela comptait. L'après-midi a traîné. Mon téléphone a vibré 2 fois avec des messages de papa, tous 2 courts et sévères. Je ne les ai pas ouverts. Je pouvais déjà entendre le ton dans ma tête. Je pouvais déjà imaginer les mots, la bonne chose, déception familiale, 48 heures. La vérité était qu'il avait déjà dit la pire chose qu'il pouvait dire. Morte pour la famille. Une fois que vous entendez ça de quelqu'un qui est censé vous aimer, quelque chose en vous change. C'est comme une corde qui claque. Vous pouvez encore vous rappeler ce que cela faisait avant, mais vous ne pouvez pas faire semblant qu'elle vous retient encore. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas fait défiler mon téléphone. J'ai préparé un dîner simple et je l'ai mangé debout au comptoir parce que m'asseoir semblait trop immobile, trop vulnérable. Puis je me suis assise à ma table de cuisine avec un carnet et j'ai écrit les faits comme si je regardais la situation de quelqu'un d'autre. Papa a exigé 150 000 € de mes économies et de ma retraite. Chloé et Julien ont présenté ça comme un prêt mais ont évité les détails. Papa a utilisé la culpabilité puis les menaces. Maman s'est tue exprès. Valérie a rendu ça public. Julien avait l'air pressé comme s'il avait une échéance qui ne correspondait pas à un achat immobilier normal. Je les ai entendus appeler ma retraite argent gratuit. Quand j'ai regardé ces faits écrits, j'ai senti les questions finales s'aiguiser dans mon esprit. S'ils étaient prêts à détruire mon avenir pour protéger le leur, qu'étaient-ils prêts à faire d'autre quand je refuserais? Mon téléphone a sonné vers 20 h ce soir-là. Le nom sur l'écran a fait chuter mon estomac. Pas parce que c'était papa ou Chloé, mais parce que c'était mon patron, Antoine. Antoine était le genre d'homme qui dirigeait les réunions comme un chef d'orchestre. Rapide, concentré, ne perdant pas de temps. Il avait la fin de la trentaine, toujours composé, toujours alerte. Quand il appelait en dehors des heures de travail, cela signifiait généralement quelque chose d'important. J'ai répondu, essayant de paraître normal. Il a demandé si j'avais 1 minute. J'ai dit oui. Il est allé droit au but. Il a dit que l'entreprise avançait plus vite que prévu sur un projet d'expansion et qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour prendre un poste financier régional à l'étranger. Il a dit que mon nom était revenu plus d'1 fois. Il a dit qu'il avait confiance en mon jugement et ma discipline. Puis il a dit le lieu, Dubaï. Pendant 1 seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Dubaï ressemblait à quelque chose qu'on dit dans les films ou qu'on voit sur des photos glacées, pas quelque chose qui appartient à ma vie réelle. Je lui ai demandé de répéter et il l'a fait. Il a dit que le poste serait basé là-bas avec des déplacements, de sérieuses responsabilités et un salaire qui reflétait cette responsabilité. Il a dit que le délai était court. Je suis resté très immobile, une main posée sur le bord de la table. Mon appartement semblait trop calme autour de moi, comme s'il écoutait. Antoine a demandé si j'étais intéressé. L'ancienne version de moi aurait demandé du temps. L'ancienne version de moi aurait dit qu'elle avait besoin de réfléchir, de planifier, de peser les options. Mais ce soir-là, avec le compte à rebours de papa au-dessus de ma tête, le temps ressemblait à un luxe que je n'étais plus prête à donner. J'ai demandé à Antoine pourquoi le poste s'ouvrait si vite. Il a dit que la personne qu'ils avaient prévue s'était désistée à la dernière minute et qu'ils avaient besoin de quelqu'un de stable, quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance pour ne pas paniquer. Il a redit mon nom comme s'il m'offrait une porte. Mon esprit a bougé rapidement. Dubaï était loin. Très loin. Pas seulement une distance physique, mais une distance émotionnelle du bruit qui me pressait depuis des jours. Et j'ai ressenti un éclair de culpabilité à la pensée de partir.
Même si je savais que cela n'avait aucun sens de se sentir coupable de se protéger, cette culpabilité venait d'années de conditionnement, du fait d'être la fille qui gérait les choses, celle qui restait assez proche pour être utile. Papa m'avait déclarée morte pour la famille. C'était son choix, sa punition, sa tentative de me contrôler. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de simple et douloureux. Si j'étais déjà morte pour eux, alors je ne leur devais pas ma vie. J'ai dit à Antoine que j'étais intéressé. Ma voix semblait plus assurée que je ne le sentais. Antoine a demandé si j'étais sûr. J'ai dit oui. J'ai dit que je le ferais. Il y a eu une brève pause et j'ai pu entendre le soulagement dans son ton. Il a dit qu'il ferait intervenir les ressources humaines tout de suite. Il a dit qu'il y aurait de la paperasse, une aide au déménagement, toute la logistique. Il m'a dit d'attendre un email dans les 24 heures. Quand j'ai raccroché, je suis resté assise à fixer le mur devant moi. Mes mains tremblaient maintenant, non pas de peur, mais de l'adrénaline d'une décision qui semblait à la fois terrifiante et juste. Je me suis levé et j'ai marché dans mon appartement. Je ne savais pas quoi faire de mon corps. J'ai ouvert le placard, regardé mes vêtements, et je les fermais. J'ai lavé une assiette qui était déjà propre. Je suis retourné à la fenêtre et j'ai regardé les lampadaires briller doucement sur le trottoir. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un nouveau message de papa. Je ne l'ai pas ouvert. À la place, je suis retourné à ma table, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des listes pratiques. Passeport, paperasse, conditions de bail, transfert d'épargne. Je ne connaissais pas encore tous les détails, mais je savais ceci, quand vous êtes acculé, vous ne discutez pas avec les murs. Vous cherchez une sortie. Et on venait juste de m'en offrir une. Le lendemain matin, l'email d'Antoine est arrivé. C'était réel. Il décrivait le poste, le calendrier, les attentes. Il confirmait aussi quelque chose qui a serré ma gorge. Il me voulait là-bas bientôt, pas dans des mois. Bientôt. Mon téléphone a vibré avec un autre message de Chloé. Elle a dit, il faut qu'on parle. Elle a dit, papa est sérieux. Elle a dit, tu déchires la famille. J'ai fixé ces mots, sentant le tiraillement familier de la responsabilité, puis le sentant s'estomper. J'ai passé ma pause déjeuner au téléphone à nouveau, cette fois avec le service d'investissement de ma banque, m'assurant que rien ne pouvait être bougé sans mon approbation directe. J'ai posé des questions sur les procédures de retrait, non pas parce que je prévoyais de retirer, mais parce que je voulais comprendre comment quelqu'un pourrait essayer de me mettre la pression ou de me piéger. Le représentant a expliqué les garde-fous. Je les ai resserrés quand même. Après le travail, je me suis arrêté dans un café local et j'ai fait des copies de mes documents importants. C'était étrange, comme se préparer à une tempête alors que le ciel semble clair. Mais en moi, la tempête était déjà là. Ce soir-là, je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai enfin ouvert le dernier message de papa. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Il a dit que le temps s'écoulait. Il a dit qu'il ne me reconnaissait pas. Il a dit que je faisais la plus grosse erreur de ma vie. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé ma chambre. Ma vie à Nantes était simple, calme et stable. Je l'avais construite soigneusement. Et maintenant ma famille essayait d'utiliser cette stabilité comme une ressource pour leur chaos. J'ai pensé à la voix de papa disant morte pour la famille. J'ai pensé à la façon dont maman devenait silencieuse quand c'était important. J'ai pensé à la honte publique de Valérie. J'ai pensé à Julien appelant ma retraite de l'argent gratuit. Puis j'ai pensé à la voix d'Antoine m'offrant un rôle basé sur la confiance, pas l'obligation. J'ai senti quelque chose en moi se poser comme une décision finale se verrouillant en place. Je n'ai pas rappelé papa. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas supplié d'être comprise. J'ai continué à avancer. À minuit, ma valise était sortie sur le sol, à moitié remplie. Pas parce que je partais le lendemain, mais parce que l'acte de faire ces valises me rappelait que j'avais des options, que je pouvais choisir ma propre direction, que je pouvais être stratégique au lieu d'être réactive. Je me suis assise sur le sol à côté de la valise, le dos contre le lit, et j'ai écouté le calme de mon appartement. Le genre de calme qui avait toujours semblé solitaire à ma famille, mais qui maintenant ressemblait à la sécurité. L'échéance arrivait toujours. Papa croyait toujours qu'il avait 48 heures pour me briser. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait,
c'est que j'avais déjà commencé à construire une vie qu'il ne pouvait pas atteindre. Et dans l'immobilité de cette nuit, j'ai compris que le mouvement qu'il n'avait jamais vu venir n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une fuite. C'était un départ avec un plan. Le matin après que papa a donné son ultimatum, je me suis réveillé avant mon réveil. La pièce était encore sombre. Le ciel dehors commençait juste à s'éclaircir. La valise sur le sol à côté de mon lit était ouverte, à moitié remplie, comme la preuve que ce que je faisais n'était plus une expérience de pensée. C'était réel. Pendant un moment, je suis resté immobile, écoutant les bruits familiers de mon appartement. La vie ordinaire continuait, même si la mienne se détachait doucement de tout ce que j'avais connu. Dans l'esprit de papa, je faisais probablement les 100 pas, je paniquais, je calculais comment rentrer dans le rang. Il croyait que le silence signifiait l'hésitation. Il croyait que la pression fonctionnait toujours, finalement. Ce que cela signifiait réellement, c'était la résolution. Je suis sorti du lit, j'ai fait du café et je me suis assise à la petite table de la cuisine. Mon ordinateur portable était ouvert devant moi, mais je ne regardais pas de tableau ou de prévision. Pour la première fois depuis des jours, il n'y avait rien à analyser, rien à peser. J'avais déjà pris la décision. Tout ce qui restait était l'exécution. J'avais besoin de dire une chose clairement et sans émotion. J'avais besoin de leur dire que j'avais fini. J'ai ouvert la conversation de groupe familial. Les derniers messages étaient toujours là, suspendus dans le fil. L'ultimatum de papa. Les accusations de Chloé. Le silence de maman. Je n'ai pas fait défiler en arrière. Je n'ai rien relu. J'ai commencé à taper. J'ai fait court. Pas d'explication, pas de défense, pas de tentative d'adoucir la vérité. J'ai écrit que je ne leur donnerais pas d'argent. J'ai écrit que j'avais accepté un nouveau poste à l'étranger et que je déménageais. J'ai écrit que je leur souhaitais bonne chance, mais que je me retirais de toute discussion ultérieure. J'ai lu le message 2 fois. Mes mains étaient stables. Cela m'a surprise plus que tout le reste. Il n'y avait pas de tremblement, pas de montée d'adrénaline, juste du calme. Puis j'ai appuyé sur envoyer. La réponse fut immédiate, comme si tout le monde avait attendu avec son téléphone à la main. Papa a répondu le premier, pas avec des questions, pas avec de l'inquiétude, avec une déclaration. Il a dit, si tu pars maintenant, ne prends pas la peine de revenir. Il a dit, les choix ont des conséquences, et tu as fait le tien. Les mots étaient tranchants, finaux, destinés à atterrir comme une porte qui claque. Chloé a répondu ensuite. Au début, c'était des larmes. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que je leur faisais ça. Elle a dit qu'elle se sentait abandonnée, qu'elle n'aurait jamais pensé que sa propre sœur lui tournerait le dos dans un moment pareil. Quelques minutes plus tard, le ton a changé. La colère a remplacé la supplique. Elle m'a accusé d'être égoïste. Elle a dit que je gâchais tout. Elle a dit qu'elle espérait que j'étais fier de moi. Maman n'a pas répondu du tout. Ce silence est tombé plus lourdement que tout le reste combiné. Il semblait délibéré, final, comme une porte se fermant sans bruit. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire. Quoi que ce soit de plus aurait été une dispute, et les disputes étaient exactement ce que je fuyais. Les jours qui ont suivi se sont brouillés dans la logistique. Les ressources humaines ont envoyé la paperasse. J'ai rempli des formulaires, signé des documents et scanné mon passeport. L'offre d'Antoine a été finalisée rapidement. Il n'y avait aucune hésitation de leur côté. Ils avaient besoin de quelqu'un. J'étais prête. La clarté semblait presque irréelle. J'ai donné ma démission au travail, gardant mon explication brève et professionnelle. J'ai dit qu'une opportunité s'était présentée qui s'alignait avec mes objectifs à long terme. Personne ne l'a remis en question. Personne n'a demandé de détails. Cela seul semblait libérateur. J'ai contacté mon propriétaire et payé la pénalité pour rompre mon bail plus tôt. Faire ce chèque a fait mal, mais pas presque autant que ce que ma famille m'avait demandé. C'était un coup que je choisissais. Cela faisait toute la différence. Emballer mon appartement a été inopinément émouvant. Chaque objet que j'emballais ou pliais portait un souvenir. Pas des dramatiques, des petits, des routines calmes. Le mug que j'utilisais chaque matin,
le pull que je gardais près de la porte pour les soirées fraîches. J'ai réalisé à quel point j'avais construit ma vie autour de la stabilité, autour de l'assurance que rien ne pouvait m'être enlevé facilement. La nuit avant mon vol, l'appartement était presque vide. Mon matelas était parti. Les murs résonnaient. Je me suis assise par terre, le dos contre le mur, entouré de valises. L'espace semblait plus grand qu'il ne l'avait jamais été, dépouillé jusqu'à l'os. J'ai pensé à appeler maman. L'envie est venue soudainement, vive et surprenante. J'ai pris mon téléphone et j'ai fixé son nom. J'ai imaginé ce que je pourrais dire. J'ai imaginé sa voix. J'ai imaginé le silence qui pourrait suivre. J'ai reposé le téléphone. Si elle voulait me parler, elle savait comment me joindre. Le lendemain matin, l'aéroport semblait irréel. Les rituels familiers du voyage se déroulaient autour de moi, enregistrer les bagages, faire la queue à la sécurité, regarder les gens passer avec des gobelets de café et des bagages à main, se plaignant, riant, vivant leur vie. Mon monde entier était emballé dans 2 valises et un bagage à main, et personne autour de moi ne le savait ni ne s'en souciait. Quand je me suis assise à la porte d'embarquement, je me suis enfin autorisé à respirer profondément. Il n'y avait pas de bouffée de triomphe, pas de sens cinématographique de l'évasion, juste une conscience stable et ancrée que j'avançais. Alors que l'avion décollait, j'ai regardé par le hublot la ville rétrécir en dessous de moi. Nantes s'est fondue dans une grille de lumière et de route, puis dans l'obscurité. Ce que je ressentais n'était pas de la joie. C'était du soulagement. Un soulagement profond et calme, comme poser un poids que je portais depuis des années sans réaliser à quel point il était lourd. Dubaï m'a frappé d'un coup. La chaleur, l'échelle, le mouvement constant. La ville semblait vivante d'une manière que Nantes n'avait jamais été. De hauts bâtiments scintillaient contre le ciel. Les langues se mélangeaient dans l'air. Je me sentais petite, anonymée, de manière inattendue, en sécurité. Le travail a consommé mes journées rapidement. Le rôle était exigeant, exactement comme promis, de longues heures, de grandes attentes. Mais la pression semblait différente. Elle était propre. Elle était méritée. Personne ne me demandait de sacrifier mon avenir pour que quelqu'un d'autre puisse jouer le sien. Le soir, j'explorais prudemment. De courtes promenades, des repas simples. Je passais du temps sur mon balcon à regarder la ville briller après la tombée de la nuit. Je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Un sommeil profond et ininterrompu. Les messages de la maison ont ralenti, puis cessé complètement. Papa n'a pas rappelé. Chloé a envoyé un dernier message, amer et tranchant, me disant qu'elle espérait que j'étais heureuse. Maman est restée silencieuse. Je ne me sentais pas victorieuse. Je n'avais pas l'impression d'avoir gagné. Ce que je ressentais, c'était de l'espace. De l'espace pour respirer. De l'espace pour exister sans être évalué pour mon utilité. De l'espace pour prendre des décisions sans me préparer au retour de bâton. Des semaines ont passé, puis des mois. Un après-midi, pendant un moment calme au travail, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu un message d'un cousin, Marc, à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Il demandait si j'allais bien. Il a dit que les choses à la maison étaient compliquées. Je n'ai pas demandé de détails. J'en savais déjà assez pour comprendre ce que compliqué voulait dire. Les investissements ne paient pas toujours. Les échéances ne disparaissent pas juste parce que quelqu'un refuse de les respecter. La nuit, assise seule dans mon appartement à Dubaï, je pensais parfois à ma famille. Pas avec colère, mais avec distance. Je me demandais si papa rejouait ses mots. Si maman ressentait l'absence qu'elle avait choisie. Si Chloé s'arrêtait jamais pour se demander comment tout s'était effondré si vite. Mais ces pensées ne me dominaient plus. J'étais parti sans claquer les portes, sans crier, sans essayer de prouver quoi que ce soit. Et dans ce départ calme et délibéré, j'avais récupéré quelque chose que je ne savais pas que j'avais le droit de garder, ma vie. Je n'ai pas entendu parler de ce qui s'était passé à la maison tout de suite. Au début, ce silence semblait intentionnel, presque miséricordieux, comme si l'univers me donnait de l'espace pour respirer avant que les répliques n'arrivent. La distance a une façon d'adoucir le bruit, de transformer le chaos en quelque chose d'étouffé et de lointain. À Dubaï, mes journées étaient pleines et structurées, et mes nuits étaient calmes d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai appris de nouveaux rythmes sans essayer.
Des appels matinaux à travers les fuseaux horaires qui me forçaient à me réveiller alerte et concentré. De longues journées qui s'étiraient en réunion le soir, suivies de dîners tardifs mangés lentement, seul ou avec des collègues qui ne connaissaient pas mon histoire et n'attendaient rien de moi au-delà de la compétence. Des week-ends qui planaient quelque part entre l'épuisement et le calme, où le repos semblait mérité au lieu d'être volé. Pendant un moment, c'était comme si j'étais entré dans une vie entièrement différente, une vie intouchée par l'attraction constante de l'attente familiale. Puis les messages ont commencé à arriver. Pas de ma famille immédiate, mais des bords. Les gens qui étaient assez proches pour savoir que quelque chose n'allait pas, mais assez loin pour ne pas être investis dans le contrôle de l'histoire. Le premier message est venu de mon cousin Marc. Juste un court SMS demandant si j'allais bien. Pas de contexte, pas de questions, juste de l'inquiétude. Je l'ai fixé plus longtemps que nécessaire avant de répondre. Je lui ai dit que j'allais bien, que j'avais déménagé à l'étranger pour le travail et que je m'installais dans mon nouveau rôle. Je suis resté poli, en surface, et en sécurité. Il n'a pas répondu tout de suite, et j'ai supposé que c'était la fin de l'histoire. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Marc. J'ai failli laisser aller sur la messagerie. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Il y avait encore une partie de moi qui associait les appels familiaux à l'obligation, au travail émotionnel pour lequel je devais me préparer. Mais quelque chose dans ma poitrine s'est serré, non pas d'effroi, mais de curiosité. J'ai réalisé que j'avais besoin de cette information, non pas pour tourner la page, mais pour la clarté. J'ai répondu. Marc semblait hésitant au début, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Il a demandé à nouveau si j'allais bien. Je lui ai dit oui. Puis il y a eu une pause suivie d'un long soupir. Il a dit que les choses s'étaient effondrées plus vite que prévu. L'investissement dont Julien avait été si confiant s'est effondré. Pas graduellement, pas avec des signes avant-coureurs auxquels on aurait eu le temps de réagir. Ça a chuté dur et ça a continué de chuter. Le genre de perte qui ne fait pas que piquer, mais qui déstabilise tout ce qui est construit autour. Un mauvais jour s'est transformé en plusieurs. Puis la panique s'est installée. Marc m'a dit qu'ils avaient utilisé l'effet de levier bien plus qu'ils ne l'avaient jamais admis. Pas seulement leurs économies, mais de l'argent emprunté aussi. Carte de crédit, prêt personnel, compte sur marge qui magnifiait chaque perte. L'acompte pour la maison avait été lié au même plan. Quand l'action a chuté, il n'y avait pas de coussin, pas de secours, pas de sortie discrète. Ils ont manqué un paiement, puis un autre. La maison était perdue. Les vendeurs ont gardé l'acompte. Il n'y avait pas d'extension, pas de sympathie. Les contrats ne se soucient pas des dynamiques familiales ou des bonnes intentions. Les échéances sont des échéances. J'ai écouté sans interrompre, mon visage immobile, ma main posée à plat contre la table dans mon appartement. Dehors, la ville était vivante de bruit. La vie continuait à son rythme habituel. En moi, tout était calme, comme si mon corps avait déjà traité ce que mon esprit était juste en train de rattraper. Marc a continué de parler. Il a dit que Julien avait été sous plus de pression que quiconque ne le réalisait. Que la confiance qu'il projetait couvrait le désespoir. Quand l'investissement a échoué, il n'y avait plus nulle part où se cacher. Chloé avait été prise au dépourvu. Ou du moins c'était la version qu'elle racontait aux gens. Papa est intervenu au début, essayant de combler les trous, essayant d'acheter du temps, essayant de réparer quelque chose qui n'était plus réparable. Mais il n'y avait pas assez d'argent. Finalement, la réalité a forcé des choix que mes parents n'auraient jamais pensé affronter. Ils ont vendu leur maison, celle où j'ai grandi, celle dont papa était toujours si fier, celle qui avait été brandie comme preuve de stabilité et de succès. Ils ont déménagé dans une location plus petite à travers la ville, quelque chose de temporaire qui était censé être juste pour l'instant. Papa a arrêté d'aller à l'église. Les gens parlaient. Les petites villes le font toujours. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de la satisfaction, pas du soulagement, juste une lourde tristesse qui s'est installée profondément. Une perte est une perte. Même quand vous n'en êtes pas responsable, même quand vous avez averti les gens que ça arrivait. Marc m'a demandé doucement si j'avais su que cela arriverait. Je lui ai dit honnêtement que non. Je lui ai dit que je suspectais le risque, pas l'effondrement. Il est resté silencieux un moment, puis a dit que peut-être ça devait toujours finir comme ça.
Il a dit que les signes étaient là pour quiconque voulait bien les voir. Après avoir raccroché, je suis restée assise là longtemps à fixer le mur devant moi. J'ai pensé à la nuit où papa m'avait donné 48 heures. À quel point il était convaincu que la pression fonctionnerait. À la certitude dans sa voix quand il disait « La famille ne tourne pas le dos ». À quel point il semblait impossible à l'époque de tenir bon sans tout détruire. Et pourtant nous y étions. Au cours des semaines suivantes, des bribes d'informations ont filtré. Jamais directement, toujours de seconde main. Valérie a arrêté de poster complètement. La certitude morale bruyante qui avait rempli ses réseaux sociaux a disparu du jour au lendemain. Chloé a réemménagé chez mes parents temporairement. Son indépendance réduite à une valise et une chambre d'amis. Julien était parti. Personne ne semblait savoir exactement où. Certains disaient qu'il avait quitté la ville. Certains disaient qu'il restait chez des amis. D'autres disaient qu'il avait arrêté de répondre aux appels tout court. Maman ne me contactait toujours pas. Ce silence avait changé de forme à ce moment-là. Il ne semblait plus tranchant ou punitif. Il semblait résigné, comme quelque chose qu'elle ne savait pas comment réparer et choisissait de ne pas affronter. Un soir, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai laissé sonner une fois, 2 fois, puis j'ai répondu. C'était papa. Entendre sa voix après des mois de silence semblait étrange, plus petit, en quelque sorte moins certain. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas expliqué. Il m'a dit que les choses avaient été dures. Il a dit que la situation n'était pas ce qu'ils attendaient. Il a dit que la famille se serre les coudes dans des moments comme celui-ci. J'ai écouté sans interrompre. Quand il a fini, j'ai posé une question. J'ai demandé s'il appelait pour me dire qu'il était désolé de m'avoir menacé. Il y a eu une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout de la ligne. Finalement, il a dit, on dit tous des choses qu'on ne pense pas sous le stress. Il a dit, le passé devrait être laissé au passé. Cette réponse m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je lui ai dit que j'étais désolé que les choses aient tourné ainsi. Je lui ai dit que j'espérais que lui et maman étaient en bonne santé. Puis je lui ai dit que je n'étais pas en mesure d'aider financièrement et que je n'étais pas disposé à faire semblant que ce qui s'était passé entre nous n'avait pas eu lieu. Il n'a rien dit pendant un moment, puis a dit qu'il comprenait. Sa voix semblait fatiguée, plus vieille. Nous avons mis fin à l'appel poliment. Après ça, le silence est revenu, mais il semblait différent, moins tranchant, moins chargé, comme si quelque chose s'était enfin installé dans sa vraie forme. Je ne me sentais pas vengé. Je n'avais pas l'impression que justice avait été rendue d'une manière propre et satisfaisante. Ce que je ressentais, c'était la confirmation. Ils avaient joué. Ils avaient perdu. Et quand ils avaient eu besoin de quelqu'un pour absorber l'impact, ils m'avaient choisi. Non pas parce que j'étais la plus capable d'aider, mais parce que j'étais la moins susceptible de dire non jusqu'à ce que je le fasse. Dans les mois qui ont suivi, ma vie à Dubaï a continué de s'étendre. J'ai trouvé une routine qui semblait naturelle. Je me suis fait des amis lentement, prudemment, sans urgence. J'ai appris quelle rue j'aimais parcourir la nuit et quel café semblait accueillant. J'ai ri plus que je ne m'y attendais. Le genre de rire qui vient de la légèreté, pas de la distraction. Parfois tard le soir, je pensais à Chloé. Je me demandais si elle repassait nos conversations. Si elle reconnaissait le moment où tout avait basculé, si elle pensait jamais à quel point elle était passée près d'entraîner mon avenir dans sa chute. Mais ces pensées ne me consumaient plus. J'avais appris quelque chose d'important. Les conséquences n'arrivent pas toujours comme une punition. Parfois, elles arrivent avec la clarté. Le krach boursier n'a pas ruiné ma famille. Leurs choix l'ont fait. Leur refus de voir le risque, leur volonté de sacrifier quelqu'un d'autre pour le confort. J'étais parti avant que les dégâts ne m'atteignent, et pour la première fois, je comprenais que se protéger ne vous rend pas froid. Cela vous rend honnête. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé au lit, écoutant les sons lointains de la ville, j'ai senti le sol stable sous moi. Quelle que soit l'histoire qu'il se racontait là-bas, je n'en faisais plus partie. Pas comme ressource, pas comme tampon, juste comme moi-même. Le temps a une façon de changer comment une histoire se ressent dans votre corps. Non pas en effaçant ce qui s'est passé, mais en le plaçant à une distance où vous pouvez enfin voir sa forme. Au moment où une année complète s'était écoulée depuis mon déménagement à Dubaï,
les souvenirs ne semblaient plus tranchants. Ils semblaient installés, toujours présents, toujours réels, mais ne saignant plus dans chaque moment calme. Ma vie ici a développé un rythme que je n'avais jamais eu à la maison. Les matins commençaient tôt, souvent avant que le soleil ne se lève complètement. Avec la ville bourdonnant déjà sous mes fenêtres, j'ai appris à apprécier le calme avant que la chaleur ne s'installe. Je faisais du café lentement, debout au comptoir, regardant la lumière se répandre sur des bâtiments qui semblaient encore irréels pour moi. C'était un genre de calme différent, bâti sur le choix plutôt que sur l'évitement. Le travail exigeait beaucoup de moi, mais c'était une pression propre. Les attentes étaient claires. La responsabilité allait dans les deux sens. Quand je restais tard, c'était parce que le travail importait, pas parce que quelqu'un d'autre avait échoué à planifier et avait besoin que j'absorbe les retombées. Ma voix avait du poids dans les réunions. Mes décisions étaient respectées. Pour la première fois de ma carrière, je n'avais pas l'impression que ma compétence me rendait vulnérable. Financièrement, tout ce que j'avais protégé restait intact. Mes comptes retraite étaient intouchés, grandissant tranquillement en arrière-plan, faisant exactement ce pourquoi ils étaient conçus. Chaque fois que je les passais en revue, je ressentais un petit mais stable sentiment de soulagement, pas d'excitation, pas de fierté, du soulagement. Celui qui vient quand on sait qu'on n'a pas trahi son avenir sous la pression. Ce soulagement s'étendait au-delà de l'argent. Il atteignait des endroits que je ne réalisais pas être constamment tendu auparavant. Je dormais toute la nuit. J'ai arrêté d'anticiper des urgences qui n'étaient pas les miennes. Je ne ressentais plus ce serrement familier dans ma poitrine quand mon téléphone vibrait de manière inattendue. La paix, j'ai appris, n'est pas bruyante. Elle est subtile. Elle se manifeste comme une absence. L'absence de peur, l'absence d'obligation déguisée en amour. Je pensais encore à ma famille. Cela ne s'est jamais complètement arrêté. Mais les pensées ont changé avec le temps. Elles sont devenues moins émotionnelles et plus réfléchies. Je pensais à papa, au moment où sa voix s'était durcie et où il avait dit que j'étais morte pour la famille. Je me souvenais à quel point cela semblait dévastateur à l'époque. Comment ces mots avaient atterri comme un verdict sur ma valeur. Pendant longtemps, son approbation avait été l'axe silencieux autour duquel je m'organisais. L'entendre la révoquer si nettement m'a forcé à confronter à quel point cette approbation avait toujours été conditionnelle. Avec le recul, je le vois différemment maintenant. Ces mots n'étaient pas un reflet de ma valeur. Ils étaient un reflet de son besoin de contrôle. Une fois que je me suis retiré du système qui récompensait l'obéissance, la menace a perdu son pouvoir. Je pensais à maman aussi. Son silence a été la partie la plus difficile à traiter. Elle ne m'a jamais défendu, n'a jamais contesté le récit qui se construisait autour de mon refus. Pendant longtemps, je me suis demandé si elle était simplement dépassée, si elle se sentait piégée entre loyauté et conscience. Finalement, j'ai compris quelque chose de plus dur. Le silence n'est pas neutre. C'est un choix. Et en choisissant le silence, elle a choisi la version de la paix qui nécessitait mon absence. Je pensais à ma sœur, à la rapidité avec laquelle sa peur s'est transformée en sentiment de dû, à la facilité avec laquelle elle a accepté l'idée que mon avenir était disponible pour la négociation. Je me demandais si elle revisitait jamais ces moments, si elle reconnaissait jamais à quel point elle était passée près de m'entraîner dans le même effondrement. Elle ne pouvait pas échapper à elle-même. Je ne connais pas les réponses à ces questions, et j'ai appris que je n'en ai pas besoin. Ce qui est devenu clair pour moi avec le temps est ceci, je n'ai pas coupé les ponts avec ma famille à cause de l'argent. Je les ai coupés parce qu'ils étaient prêts à sacrifier mon avenir pour se sauver des conséquences de leur propre choix. Cette distinction compte plus que les gens veulent l'admettre. L'argent peut être remplacé. Les carrières peuvent être reconstruites, mais le temps perdu dans l'anxiété, la sécurité échangée contre l'approbation et les avenirs compromis sous la pression ne se récupèrent pas si facilement. Pendant des années, on m'avait appris que la famille signifiait l'endurance. Que l'amour signifiait la tolérance, que la loyauté signifiait absorber les dégâts silencieusement pour que les autres puissent rester confortables. La vraie famille ne menace pas d'exil pour forcer l'obéissance. Le vrai amour n'exige pas l'autodestruction comme preuve de dévotion. Le vrai soutien ne vient pas avec des ultimatums. La partie la plus dure de partir n'était pas la distance physique. C'était de quitter le rôle qu'on m'avait assigné depuis l'enfance. La fiable, la responsable, celle qui pouvait gérer. Celle qui n'avait pas besoin d'autant.
Une fois que je me suis éloigné, j'ai réalisé combien de ma valeur avait été mesurée par ce que je pouvais fournir plutôt que par qui j'étais. Tant que j'étais utile, j'avais ma place. Au moment où j'ai affirmé une limite, je suis devenu sacrifiable. À Dubaï, j'ai construit une vie où l'utilité n'était pas le prix de l'appartenance. Où dire non ne déclenchait pas de punition, où les limites étaient respectées, pas testées. Ce changement m'a transformé d'une manière qui m'a surprise. Je suis devenu plus calme, plus direct, moins apologétique. J'ai arrêté de surexpliquer mes décisions. J'ai arrêté de défendre préventivement mes choix. J'ai appris à faire confiance au fait que les bonnes personnes n'ont pas besoin d'être convaincues. Occasionnellement, des informations de la maison me parvenaient encore par la famille élargie. Un cousin a mentionné que mes parents s'installaient dans leur location. Que papa semblait fatigué. Que maman me manquait mais ne savait pas comment tendre la main. Que ma sœur essayait de reconstruire sa vie morceau par morceau. J'ai écouté. J'ai pris acte. Je leur ai souhaité bonne chance. Mais je ne suis pas retourné dans le rôle qu'ils avaient taillé pour moi. C'était une autre leçon que j'ai apprise à la dure. Tourner la page ne vient pas toujours d'une conversation. Parfois, cela vient de la constance, de tenir sa limite assez longtemps pour qu'elle devienne réalité. Il y a eu une nuit, des mois après que tout se soit tassé, où je me suis tenu sur mon balcon, regardant les lumières de la ville s'étendre au loin. L'air était chaud. Les bruits en bas étaient stables et vivants. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se mettre en place en moi. Ma vie m'appartenait enfin. J'ai repensé à la nuit où papa m'avait donné 48 heures. À quel point je me sentais coincée et petite, à quel point il semblait impossible de me choisir sans tout perdre. Ce que j'ai perdu à la fin, c'était l'amour conditionnel. Ce que j'ai gagné, c'était l'autonomie, la sécurité et le respect de moi-même. Si je pouvais parler à la femme que j'étais avant que tout cela ne commence, celle assise seule à sa table de cuisine, fixant son téléphone avec effroi, la poitrine serrée, je lui dirais ceci: tu n'es pas égoïste de protéger ton avenir. Tu n'es pas cruel de refuser de financer le risque de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas déloyal de dire non à une demande qui menace ta stabilité. Les limites ne sont pas des punitions. Ce sont des vérités. Partir ne te rend pas sans cœur. Parfois, c'est l'acte le plus compatissant que tu puisses t'offrir. Je sais que beaucoup de gens qui écoutent cette histoire portent leur propre version de ce conflit. Des visages différents, des chiffres différents, des circonstances différentes, mais la même question sous-jacente: combien de toi-même es-tu censé donner avant que ce ne soit trop? Où est la ligne entre aider et être utilisé? Qui paie le prix quand les choses tournent mal? Je n'ai pas détruit ma famille. Je n'ai pas ruiné leur vie. J'ai simplement refusé de les laisser utiliser la mienne comme garantie. Et dans ce refus, j'ai trouvé quelque chose que je ne savais pas que j'avais le droit de réclamer: la liberté.